Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Alors en 2011 vont avoir lieu en République démocratique du Congo des élections présidentielles. Quel sera le principal enjeu de ces élections dans ce pays qui finalement est le théâtre d'une guerre, enfin plutôt de guerres interminables depuis 1990 ? Depuis même son indépendance, au début des années 60. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souhaité que nous parlions de ce sujet, parce que c'est pas un pays comme les autres. C'est un pays absolument fondamental. On dit souvent dans cette émission que l'Afrique a un avenir très prometteur, mais en fait, l'avenir d'Afrique dépend pratiquement entièrement de l'avenir du Congo. Si le Congo s'effondre, si le Congo reste ce non-pays, ce vide, comme disent certains, au milieu de la carte, ce trou noir au milieu de l'Afrique, l'Afrique ne pourra pas se développer, parce que le développement de l'Afrique du Nord et le développement de l'Afrique du Sud ne pourront pas se joindre par le milieu. Et il faut donc tant le Nigeria que le Congo se développent pour que toute l'Afrique puisse se développer. Donc c'est absolument central. D'autre part, c'est un pays qui a en effet tout pour se développer, et qui a un enjeu considérable, tout pour se développer, parce que c'est un pays de cocagne en termes agricoles, un pays de cocagne en termes miniers. On trouve tout. Le cobalt, l'uranium, le pétrole, le cuivre, le zinc, mais aussi des métaux extrêmement rares, extrêmement précieux. Par exemple, le coltan, qui est un minerai très particulier sur lequel on ne peut pas faire de téléphone mobile, existe dans très peu de pays du monde, et en particulier dans celui-là. Et donc, c'est un pays extraordinairement recherché pour cela. Les diamants, naturellement, sont très connus, en particulier dans l'est du pays. Donc c'est un pays qui a un potentiel de développement gigantesque. C'est un pays qui a une population élevée, 65 millions, 65, 70 millions d'habitants, et tout pourrait concourir à ce que ce soit un pays heureux et riche. En réalité, c'est un non-pays, c'est un désastre, c'est même un très grand symbole de ce que peut devenir le monde. Il n'y a pas d'État, ou très peu, il n'y a pas d'armée, ou très peu, il n'y a pas de justice, ou très peu, il n'y a pas de police, ou très peu, il n'y a pas de système de propriété, il n'y a pas de règles, au point que, à l'heure où nous parlons, avant les élections dont nous allons parler, c'est un pays qui a un niveau de vie par habitant de 150 $ par tête, c'est-à-dire moins d'un demi-dollar par jour. C'est un pays où 80% des habitants gagnent moins de 2 $ par jour, les pays les plus pauvres de la planète, alors que c'est un des plus riches. C'est un pays où la natalité reste gigantesque, puisqu'on est encore à 6 enfants par femme, avec un taux de croissance de la natalité de la population de 3% par an, malgré une mortalité infantile extrêmement faible. Et c'est un pays hallucinant, puisque à peu près la moitié de la population a moins de 14 ans, pour une espérance de vie qui n'atteint pas 55 ans. Alors est-ce qu'à l'avenir, il faudra compter sur cette jeune génération pour amener le pays à devenir ce qu'avait promis Kabila quand il a été élu en 2006, à devenir la locomotive de l'Afrique centrale et des Grands Lacs? Pour ça, il faut beaucoup de choses. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Il faut d'abord un État. Pour l'instant, ce n'est pas un État de droit. Il n'y a pas un État de droit, il y a une tentative. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État au sens de la normalité, c'est-à-dire un système judiciaire, un système de police, une armée. Il y a tout ça, mais elles sont tout à fait instables et pas du tout en situation d'avoir le pouvoir sur des guerres civiles innombrables qui continuent, en particulier à l'est du pays, comme les dernières ondes de choc d'après la tragédie du Rwanda, où les Hutus et les Tutsis ont continué à s'entre-massacrer. En fait, les Hutus, après avoir massacré les Tutsis, sont venus se réfugier. Au Zaïre, où ils ont été à nouveau massacrés. Pourchassés et massacrés par des milices zaïroises. Par des milices zaïroises, mais aussi entretenus et aidés par les vainqueurs nouveaux du régime de M. Kagame au Rwanda. Donc il y a tout est en place pour que la guerre civile, qui a fait déjà entre 4 et 5 millions de morts, continue, et que les massacres, qui ne sont pas seulement des massacres militaires, mais qui sont surtout s'accompagnent de massacres de femmes, de viols,
de massacres d'enfants, épouvantables, des millions d'orphelins dans les rues, des milliers, de centaines de milliers d'enfants soldats. Donc c'est un non-pays dans un désordre extrême. Et pour autant... L'armée n'est pas tenue par le pouvoir en place. L'armée est tenue par le pouvoir en place, mais elle n'est pas encore elle n'est pas solide. Chacun sait très bien ce qu'il faudrait faire. Les Coréens ont fait un plan, les Chinois ont fait un plan, les Européens ont fait un plan, mais en réalité... Qu'est-ce qui se passe? C'est Joseph Kabila qui avait mis en place un programme de reconstruction qui ne conduit pas vers... il le conduit, mais c'est un pays dont l'héritage de la colonisation belge a été épouvantable. N'a rien laissé, absolument rien. Aucune école, aucune administration. Ce pays a été pillé d'abord par le roi des Belges à titre personnel, puis par les Belges à titre collectif, puis par les successeurs des Belges de toute nature dans les provinces riches en minières. Donc c'est un pays qui n'a rien, aucune infrastructure. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas d'école, même si une grande partie de la population est scolarisée, enfin, sait lire et écrire. Il n'y a pas d'hôpitaux, d'où la mortalité infantile extrêmement élevée. Il faudrait déjà tout ça. Et en même temps... Qui se rapprochera du Congo pour financer ces infrastructures? Si le Congo n'a pas les moyens de le faire. Le Congo aurait les moyens s'il n'y avait pas de telles pertes en ligne dans le régime minier. Mais en plus, le Congo paye le prix très lourd du régime précédent, puisque le malheur a voulu qu'après la colonisation belge, il y a eu un dictateur pillant tout qui s'appelait Mobutu pendant très longtemps et qui a laissé en mourant le pays avec des dettes qu'on continue à réclamer au nouveau pays qui a changé de nom, puisqu'il a repris le nom de Congo. Nom du fleuve qui partage deux Congos, puisqu'il y a un Congo-Brazzaville et un Congo-Kinshasa. Et donc l'Occident lui-même est un peu coincé par l'exigence de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, de rembourser les dettes de l'ancien régime. Donc ce qu'on appelle le consensus de Washington, c'est-à-dire les exigences des institutions internationales, sont très lourdes et interdisent aux pays de repartir sur des bases nouvelles. Alors est en train d'apparaître, et c'est très intéressant, à côté du consensus de Washington, ce qu'on appelle maintenant le consensus de Pékin, c'est-à-dire le fait que les Chinois, eux, qui ont beaucoup d'argent, n'imposent absolument pas les mêmes contraintes de remise en ordre des finances publiques aux pays qu'ils aident. Ouais. Ils imposent tout simplement de pouvoir bénéficier. Alors on pourrait dire bénéficier, on pourrait utiliser, diraient certains, d'autres diraient piller. Je pense qu'il faut dire utiliser les ressources ou acheter à des prix. En échange de financement d'infrastructures qui aujourd'hui ont été, semble-t-il, lancés dans des accords assez confidentiels entre les Chinois et les Congolais, qui sont des grands projets d'infrastructures tout à fait nécessaires, en particulier de chemin de fer. Construits par les Chinois, construits par les Congolais avec les financements chinois? Construit essentiellement par des entreprises chinoises, sans doute aussi d'ailleurs avec du personnel chinois qui viendra sur place, qu'on soit des chemins de fer, qu'on soit des hôpitaux, qu'on soit des écoles, qu'on soit des routes, tout ce qui est évidemment vital pour que ce pays puisse utiliser de façon décente ses matières premières. Car évidemment l'avenir du Zaïre passe par une modernisation de l'agriculture, par une intégration du système informel. On pense que 80% de l'économie congolaise est une économie informelle, 80%. C'est dire combien les chiffres ne valent rien dire. On est dans l'économie de troc, on est dans l'économie illégale, on est dans l'économie criminelle. C'est aussi un pays qui est un très grand producteur de cannabis pour la consommation intérieure, très largement. Donc c'est vraiment un pays qui a de très grandes difficultés, en même temps qu'un pays extraordinairement prometteur comme l'est le Nigeria. Et comme vous savez, quand on regarde l'avenir, je regarde moi très souvent la démographie, nous en avons parlé, 65 millions d'habitants avec une très forte croissance, une population très jeune. Mais il y a un autre secteur que je regarde souvent quand nous faisons nos émissions pour essayer de comprendre l'avenir, c'est la musique. Et si la musique nous dit beaucoup de choses sur l'avenir du Brésil, elle nous dit aussi beaucoup de choses sur l'avenir du Congo, car c'est un pays dans lequel la musique a une vitalité extraordinaire. Et si on veut comprendre l'avenir de ce pays, il faut voir un film qui est aujourd'hui visible en France, qui s'appelle Demba Belili, qui montre comment des mendiants paraplégiques liés à la maladie de la poliomyélite dans les bas-fonds de Kinshasa sont progressivement devenus des musiciens internationalement connus simplement par leur entraide, leur passion, leur goût de faire. Et ça a dit beaucoup sur l'extraordinaire optimisme de ce peuple, ou de ces peuples. Il y a 700 différentes nationalités,
pratiquement autant de langues qui sont parlées dans ce pays, dont le français est la langue nationale, français mêlé avec beaucoup d'autres langues. Et la musique est un des rares éléments qui conduit à être optimiste sur l'avenir du Congo. Là, dans ce cas-là, la musique fait preuve de résilience. Est-ce qu'elle pourra être utile à tous ces gens qui, en République démocratique du Congo, sont victimes des violences liées à la guerre, mais également qui sont victimes de la maladie, puisque le sida touche pratiquement 4% de la population, ce qui est énorme. Est-ce qu'il y a des programmes humanitaires qui sont pris en charge par la communauté internationale? Il y a des programmes très importants. Il y a des programmes très importants, car en effet, je parlais tout à l'heure de la mortalité infantile. Il faut ajouter à cause du sida la mortalité des jeunes adultes, qui est considérable et qui donc détruit les rares élites qui peuvent se constituer, qui meurent comme les jeunes instituteurs, les jeunes médecins, les jeunes infirmières. Donc il y a en effet un besoin fondamental d'infrastructures de santé et d'infrastructures de remise en état, en particulier des femmes. Il n'y a pas d'avenir d'un pays sans les femmes. Or les femmes sont les grandes traumatisées de ce pays parce qu'elles sont encore victimes de viols collectifs par des bandes armées qui circulent un peu partout dans le pays. Et donc l'ordre est la condition de la survie. Sinon, ce pays va rester plus encore, et c'est en cela que les élections prochaines sont importantes, un non-pays dans lequel chacun viendra puiser les matières premières dont la planète a besoin. Est-ce qu'ils sauront défendre leur territoire? Est-ce que ça restera une nation unie dans les conditions dont on vient de parler? Ça semble tellement improbable. Pour l'instant, c'est un non-pays, mais il y a une nouvelle jeunesse qui a envie de se structurer. Le pays a failli exploser à plusieurs reprises quand le Katanga a déclaré son indépendance dans les années 60, quand tout ça a explosé en différentes parties. Je pense qu'aujourd'hui, son identité est établie, qu'il va tenir. Le principal enjeu d'avenir ne sera pas d'établir une justice. Oui, je disais ça en commençant tout à l'heure. Il faut une justice pour juger. Reconnaître qu'il y a eu un génocide, peut-être. Reconnaître qu'il y a des génocides, des massacres divers. Ouais. Mettre en place un tribunal. Mettre en place des tribunaux. Mais pour qu'il y ait une justice, il faut un tribunal, il faut une police, il faut de la prison, il faut toute une série de choses qui s'appellent un État. Et on est très loin d'avoir un État. Il y a un système fiscal n'existe pratiquement pas. Et les ressources publiques sont pratiquement inexistantes. C'est un pays dont la dette publique est gigantesque, reste considérable malgré les richesses. Donc tout ce que l'aide internationale peut apporter devrait d'abord se concentrer autour de la constitution de l'État. La constitution d'un État au Congo est la clé de l'avenir de l'Afrique tout entière. Merci Jacques Attali, à la semaine prochaine au Sénat pour une autre conversation d'avenir. Vous souhaitez réagir à cette émission? Écrivez-nous sur notre site internet publicsénat.fr, rubrique Conversation d'avenir. Vous pourrez également consulter nos archives, revoir nos précédentes émissions ou podcaster celles-ci. Merci, à la semaine prochaine.